Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver après plusieurs jours d'absence. Oui, c'était un peu chargé parce que c'était la rentrée, la reprise comme vous tous, j'imagine. J'espère que vous êtes d'ailleurs contents si vous êtes encore à l'école ou à la fac, que vous êtes contents de vos nouveaux profs, de vos nouveaux camarades, etc., etc. Et que si vous êtes au boulot, vous êtes content d'avoir repris et que ce n'était pas trop dur pour vous. Pour moi, c'était pas évident, je peux vous le dire. Mais il est grand temps maintenant de reprendre notre passion, le cours de notre passion, c'est-à-dire le catch avec Hell in a Cell 2018, qui va donc avoir lieu cette nuit, enfin la nuit prochaine. Donc il va falloir suivre ça de très près. Il faut reconnaître que ce n'est pas un pay-per-view qui me hype énormément. Il y a 2-3 matchs qui peuvent être intéressants. Après, les weekly ont été tellement faibles, notamment du côté de Raw. Du côté de SmackDown, c'était à peu près correct, on va dire, un peu meilleur, sans être exceptionnel, mais c'était tellement mauvais du côté de Raw, sans queue ni tête, que du coup, il est difficile de rentrer dedans et d'avoir envie de regarder le show. Donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour ce pay-per-view. Qui donc est un pay-per-view de transition, j'ai un peu envie de dire. C'est pas un pay-per-view majeur. On sort d'un SummerSlam déjà. Du coup, il n'y a pas énormément de matchs de grande qualité, on va dire, qui s'annoncent. Du coup, la carte, il faut le reconnaître, il faut le dire, elle est assez légère finalement, et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Il n'y a que 8 matchs prévus, 1 dans le kick-off et 7 donc sur la carte principale. Donc c'est comme si on était un peu dans la configuration d'un pay-per-view unibrand, comme il y a quelques mois, avant le brand split, où on avait donc des pay-per-view 100% SmackDown et 100% Raw, et avec 7 matchs sur la carte principale. Donc c'est exactement la même chose. C'est peut-être pas plus mal puisqu'on ressort d'un SummerSlam avec énormément de squash match, ou bien des matchs, oui c'est ça, des matchs qui étaient très courts, et du coup peut-être qu'avec moins de matchs on va avoir plus de durée pour chacun d'entre eux, si en tout cas le pay-per-view est maintenu à 4 heures, ce qui devrait normalement être prévu. Donc on devrait pouvoir avoir des matchs peut-être un petit peu plus travaillés, et non pas bâclés, comme la plupart à SummerSlam. Et voilà, lorsque je vais aborder les matchs de cage, j'aurai une petite surprise pour vous, puisque j'ai des images exclusives de la future cage qui va y avoir demain, puisque la WWE nous a révélé en direct la construction de la cage. C'était il y a 1 heure ou 2 aujourd'hui, donc l'avantage de tourner cette vidéo un peu tardivement par rapport au pay-per-view, puisque c'est à 24 heures avant, ça permet quand même du coup d'avoir des nouveautés, des scoops que tout le monde n'a pas forcément posté. Je parle notamment de mes confrères. Allez, on va passer directement au kick-off. Donc il y a un seul match prévu pour le moment, en tout cas, sauf surprise, c'est les Rusev Day, donc Aiden English et Rusev contre les New Day, les champions. On l'a vu, il y a eu un mini tournoi avec 2 matchs triple threat pour déterminer donc les number one contenders. Et au final, on a eu donc The Bar contre Rusev Day, donc mardi dernier à SmackDown. C'est vrai que The Bar, on aurait dû même, je pense, les avoir à SummerSlam pour affronter The Bludgeon Brothers, et finalement ils ont été un petit peu mis de côté, et c'est à nouveau les New Day qui ont été choisis et qui ont même récupéré les ceintures. Ensuite on a Rusev Day, qui est une équipe qui était quand même assez over depuis plusieurs mois maintenant, qui avait eu une chance, et puis finalement ça n'a pas duré longtemps, et puis ça n'a pas fonctionné, et puis ils sont retombés dans le creux. On nous a teasé depuis plusieurs mois de l'eau dans le gaz entre Aiden English et Rusev, et puis même Lana, et puis finalement
tout à coup, on a un Aiden English qui se révèle et qui se réveille aussi qui finalement permet à Rousseff de gagner ses matchs, hein, notamment comme par exemple face à Andrade Cien Almas récemment, et encore une fois un rôle, on va dire, de héros, enfin de héros, de sacrifier. Il se sacrifie pour Rousseff, comme on l'a vu dernièrement là, où justement il est capable, comme on l'a vu ça sur The Bar, de prendre un Brock Kick à la place de Rousseff, et ce qui a permis derrière à Rousseff d'en profiter avec un match kick et de l'emporter. Donc c'est ça maintenant, c'est un Aiden English qui fait tout, franchement, qui donne tout, il donne son corps à la science, il se sacrifie, il y met vraiment du cœur à l'ouvrage pour, il a tout fait pour recoller les morceaux avec Rousseff, et ça a marché, et on a donc une nouvelle équipe qui est constituée, enfin un nouveau Rousseff Day, on va dire. Maintenant, je ne pense pas que ça va suffire. Les New Day vont conserver leur titre, très probablement, qu'ils ont remporté donc lors d'un weekly à SmackDown, un peu de temps après SummerSlam, puisque Eric Rowan était blessé, on le sait. Donc ça fait pas longtemps, c'était au mois d'août, ça fait moins d'un mois qu'ils sont champions. Donc c'est un peu juste pour changer les titres. Et je ne pense pas que le but de l'opération ce soit un changement de titre. En revanche, je verrai plus le fameux split, on va dire, en tout cas la fameuse dissension, mais vraiment définitive, on va dire, au sein du Rousseff Day, parce que ça fait quand même un moment qu'on nous l'attise, et j'ai envie de croire en un scénario un peu j'ai envie de comparer Aiden English au dîner de cons, c'est-à-dire à François Pignon, où, si vous avez vu le film, où vous voyez à la fin, on a, après avoir vu pendant tout le film un François Pignon qui multiplie les gaffes, à la fin, à la scène finale, où il est au téléphone avec Christine Le Guirec, hein, la femme de Brochant, hein, si vous vous en souvenez, et puis il a une scène assez touchante où il a un discours quand même qui est très touchant, et pour une fois on a l'impression qu'il est intelligent, et il nous bluffe tous. Et au final, il retombe dans ses travers, et puis il dit je vous appelle d'une cabine téléphonique, et là tout retombe à plat. C'était le gag final, et à ce moment-là, bon ben voilà, finalement on se rend compte que le naturel revient au galop, et que le con reste le con au final. Et ben c'est un peu pareil avec Aiden English, j'ai envie de dire, là il a sauvé la mise, il s'est sauvé le cul, il a rattrapé ses erreurs passées, et j'ai envie de dire que il va retomber dans ses travers aussi, comme Pignon, et je sens bien la bourde, la petite bourde, qui va à nouveau provoquer la défaite de Rousseff Day, et du coup je verrai donc les New Day s'imposer, donc à cause d'une bourde de Aiden English, et ça va, je pense, mettre la zizanie, peut-être même pour de bon, mettre la dissension pour de bon au sein de Rousseff Day. Voilà un peu comment je vois les choses. Voilà, et donc conservation de New Day. Ça devrait être un bon match en tout cas. C'est dommage que ce soit pas The Bar, mais je pense que The Bar ils vont avoir leur chance, puisque depuis qu'ils sont à SmackDown, finalement ils n'ont pas eu grand chose, hein, The Bar. Donc je pense qu'on va les revoir plus tard. Ce seront, je pense, les futurs challengers, avec Sanity peut-être s'ils reviennent dans la course. Mais Rousseff Day, je ne pense pas que ce sera amené à durer encore très très longtemps. Voilà, c'était donc pour le kick-off. On va passer maintenant à la carte principale avec un match 2 contre 2 mixte entre Brie Bella et Daniel Bryan d'un côté et le Miz et Maryse de l'autre. Donc c'est cette fois-ci l'ajout des femmes dans la feud entre Daniel Bryan et le Miz. Après ce match de SummerSlam qui avait vu la victoire du Miz grâce à une intervention de Maryse qui avait donné un point américain au Miz, et qui avait pu utiliser ce point américain pour s'imposer en heel qu'il est. Alors maintenant, c'est un peu dommage qu'on intègre les femmes dans cette histoire, parce que ça, disons que ce sont pas, en tout cas niveau in-ring, on sait qu'elles ne sont pas d'un très très haut niveau. On l'a vu d'ailleurs lors du dernier SmackDown, où ils ont fait un match absolument dégueulasse, qui pratiquement un non-match d'ailleurs, hein, puisque finalement on n'a pratiquement rien vu.
D'ailleurs, je me demande si ce fait qu'on n'ait pas vu grand chose entre Maryse et Brie ne va pas dans le sens, justement, n'irait pas dans le sens d'un match à Evolution, un match numéro 2, mais cette fois-ci un match véritable, que je d'ailleurs pronostiqué et que j'ai prédit depuis longtemps, ce match entre Maryse et Brie. Brie Bella à Evolution, hein, si vous m'écoutez, vous le savez que je l'ai prédit ce match, et je pense qu'il va avoir lieu. Et d'autant plus que donc ce match de SmackDown n'a même pratiquement pas eu lieu, hein, puisque finalement il y a une disqualification, puisque c'était The Miz qui avait tiré Brie Bella, hein, à l'extérieur du ring. Et puis ça s'était envenimé entre les quatre protagonistes. En ce qui concerne le match, bon, j'ai envie de donner plutôt la victoire aux face, à Brie Bella et à Daniel Bryan, puisque on va dire Daniel Bryan a perdu la première manche à SummerSlam. Donc la logique ce serait qu'on parte vers une égalisation, hein, en cette fois-ci, avec donc une victoire des face. De toute façon, on le sait, la feud n'est pas prête de se terminer. Elle va durer très longtemps. Ce n'est que le début. Il y a déjà un match assuré à Melbourne au Super Showdown le 6 octobre, qui sera un match important puisque ce sera un number one contender match pour le titre WWE. Donc ça va être un match très important. Donc le match numéro 2 entre les deux hommes. Donc ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu un filler, un match de transition en attendant donc le match numéro 2 entre les deux hommes. Et donc c'est un match qui finalement n'aura pas beaucoup d'impact pour la suite de la feud, hein. C'est un match de parenthèse, j'ai envie de dire. Donc que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, ça n'a pas trop d'importance. Maintenant, je pense que pour protéger les deux hommes, dans le cadre de leur feud, je pense que ça va se jouer entre les deux femmes. Donc je pense que ce sera Brie Bella qui va faire abandonner Maryse grâce au Yes Lock. Donc je pense que ça va se terminer ainsi. Donc sur une soumission, après pourquoi pas une double soumission simultanée, hein, on fait une soumission simultanée, pardon, comme c'est arrivé avec Nikki et Cena face à Miz et Maryse justement à WrestleMania. Ça peut être aussi ça, mais du coup ça ferait intervenir les deux hommes et du coup ça ferait abandonner le Miz. C'est peut-être pas la meilleure des choses pour la suite, même si ça ne ferait qu'un partout finalement. Puisque voilà, le Miz il a quand même déjà une victoire à son actif. Mais je vais quand même donner donc la victoire des face, mais plutôt grâce à Brie Bella sur Maryse. En ce qui concerne le match, voilà, je pense que ce sera l'un des matchs les plus faibles in ring, notamment donc à cause de Brie et de Maryse. Donc ce sera l'un des matchs les moins intéressants de toute la carte, et les moins épans et les moins qualitatifs. Je pense que ça sera du 2 étoiles grand maximum. Allez, on va passer maintenant au match suivant, match quand même assez attendu entre Jeff Hardy et Randy Orton dans un Hell in a Cell match. Ça y est, c'était jamais arrivé dans la carrière de Jeff Hardy bizarrement, mais ça y est, il a son Hell in a Cell match. Alors la feud est plutôt pas mal. On a deux vétérans des rings, hein, on les connaît par cœur, ça fait des quinzaine d'années que ces deux-là se rendent dans l'art. Ça rappelle les grandes heures de NT1. Hein. Il y a eu beaucoup de mind game, et ça commence à durer cette histoire. Lors du dernier SmackDown, c'est plutôt... Alors, du coup, Hardy avait un match contre Nakamura, et puis finalement, Orton est intervenu, disqualification, et du coup... Hardy avait quand même pris le dessus au final avec une Senton Bomb notamment. Alors on peut se dire du coup Jeff Hardy a pris l'avantage, donc ça va peut-être donner l'impression que ce sera plutôt Randy Orton qui va s'imposer. Alors oui, c'est un élément de réponse, pourquoi pas, c'est un argument possible. Alors c'est pas forcément pour cela que je dis ça, mais oui, je pense que Randy Orton va s'imposer. C'est lui qui a fait le heel turn, donc je pense que c'est plutôt vers lui que l'élan va, et donc c'est à lui qu'on doit donner l'élan du turn. Donc je pense que c'est Orton qui va s'imposer et peut-être partir plus tard vers un match de championnat. On verra, parce que c'est pas tout de suite, hein, parce qu'il y a quand même Styles Joe d'un côté et Brian Miz de l'autre qui vont aussi avoir
un title shot, hein, donc à Super Showdown comme je le disais. Donc il va falloir un peu patienter pour Orton, mais je pense que c'est un peu l'objet. Peut-être aussi le titre US, mais comme c'est un heel qui le détient, hein, personne de Nakamura, c'est peut-être pas le moment pour Orton de récupérer le titre US. Alors, je voulais donc justement vous révéler donc les fameuses images de la cage dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été donc montrées sur le site de la WWE en direct. C'était un montage en direct. Et voilà, vous voyez, première photo, et bien vous vous rendez compte, vous pouvez vous rendre compte que déjà la première surprise, c'est que la cage est rouge. C'est une toute nouvelle structure et elle est rouge. Alors, j'ai un peu peur pour la visibilité. Alors, certes, il y aura des caméras à l'intérieur, mais c'est surtout pour les images prises de l'extérieur de la cage où on risque d'avoir très mal aux yeux. Et même quand on va être à l'intérieur, je pense que tout ce qui va être autour, j'ai un peu peur d'avoir mal aux yeux. Bon, j'exagère peut-être, ou peut-être que ça n'aura aucune incidence, mais ce fond rouge, j'ai un peu peur. J'attends de voir ce que ça va donner. Une deuxième photo, on va voir cette fois-ci le toit. Donc on voit que c'est quand même assez solide. J'ai l'impression que c'est plus solide que la cage d'avant, où lorsqu'on se mettait debout dessus sur le toit, on a l'impression que les pieds s'enfonçaient dessus sur le toit. Là j'ai l'impression que c'est un peu plus solide. On va passer maintenant à une troisième photo où cette fois-ci on a une vue d'ensemble. Alors ce n'est pas la cage finalisée, hein, ce n'est qu'un étage, mais voilà, vous voyez déjà quand même un bon aperçu là de ce que ça donne. Et enfin une quatrième photo qui est la photo, finalement c'est l'une des images de fin de cette vidéo, où on voit donc les deux étages finalement de la cage. Alors la cage n'est pas tout à fait terminée, mais ça donne déjà un très très gros aperçu. Alors on peut se dire que d'habitude, vous le savez, enfin je pense que vous en êtes rendu compte avec les années, il y a des trous qui sont déjà faits sur les côtés de la cage. Des trous dans la cage, dans la grille, dans le grillage, pour permettre notamment à des lutteurs de l'escalader plus facilement, et justement de faire des segments, enfin des spots du haut de la cage. C'est du grand classique. Du coup, avec cette nouvelle cage, on peut se dire qu'il n'y aura pas ces trous. Hein, je ne pense pas qu'ils vont construire une toute nouvelle cage pour ensuite la déglinguer en mettant des trous, quoi, des trous dedans. Enfin, j'espère pas. Ça serait un peu moche. Ça serait trop gros. Voilà. Moi, j'espère pas qu'ils vont faire ça. Alors, on parle énormément, évidemment, hein, vu que c'est la première fois que Jeff a son Hell in a Cell match. On parle évidemment beaucoup d'un spot de Jeff qui ferait une senton ou ouais, quelque chose comme ça. Enfin, probablement une senton du haut de la cage pour s'abattre sur Orton. Peut-être qu'il serait sur la table des commentateurs. Mais c'est tellement risqué, c'est tellement fou. Alors Hardy, on le sait, il est déjà fou. De toute façon, on a vu, il avait pris un gros bump à SummerSlam. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Maintenant, je réfléchis quand même. Je me suis dit, bon, on sait, on peut se le dire, ce Hell in a Cell match ne sera pas le dernier de la soirée. Le dernier Hell in a Cell match de la soirée, ce sera le main event, dont on parlera tout à l'heure. Donc, je me dis, il faut que la cage, elle reste quand même dans un bon état. Problème, c'est que dans un Hell in a Cell match, ce n'est pas un Steel Cage match. Donc il n'y a pas de porte, et on ne peut pas passer par-dessus. Tout est fermé, il y a un toit. Donc, pour sortir de la cage, parce que du coup, pour faire une senton bomb, hein, le fameux spot dont beaucoup de gens parlent, pour faire un senton bomb du toit, il va falloir sortir de cette cage. Sauf que cette cage, donc, il n'y a pas d'échappatoire. Donc, comment vous faites pour sortir de cette cage? À part la défoncer, ou découper le grillage, hein, en sortant peut-être une pince sous le ring. Bref, il n'y a absolument aucune possibilité de sortir de la cage sans la détériorer. Il va falloir forcément l'abîmer, la détruire, arracher le grillage, découper peut-être la chaîne qui va cadenasser la porte
puisqu'il va y avoir sûrement une porte, hein, on la voit pas bien sur les photos, mais il y aura probablement une porte sur le côté. Bah oui, forcément, parce qu'il faut bien rentrer, je pense qu'il va falloir rentrer par la porte, une grosse porte, et après que ça sera cadenassé, comme d'habitude. Donc ça sera peut-être coupé par une grosse pince, mais il va falloir quand même qu'il y ait un endommagement de la cage pour en sortir et donc faire le spot. Mais je me dis, s'ils endommagent la cage, bah ça va être un peu compliqué ensuite de faire le match du main event. Donc il va pas falloir que je ne pense pas que le grillage va être détruit. Je ne pense pas que ça sera endommagé, et du coup, bah je suis pas très partant. Je ne prévoirais pas, je dirais, un spot du haut de la cage de la part de Jeff. Il peut tout à fait déjà nous faire un Whisper in the Wind ou quelque chose comme ça. Il peut nous faire déjà des beaux spots, mais du haut de la cage, j'y crois moyennement. Et puis s'ils détruisent la cage, bah, ça va être un peu compliqué pour la suite des opérations, notamment donc le main event. Donc on va rester sage, à mon avis. Enfin, c'est mon pronostic. Et puis bon, voilà, j'ai pas envie non plus que Jeff risque sa vie encore une fois. En ce qui concerne le pronostic, je pense que c'est plutôt donc Orton, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qui va s'imposer. C'est plutôt à lui de s'imposer. C'est lui le heel. Donc c'est lui en plus qui a subi donc ce dernier segment à SmackDown. Donc ça peut vouloir dire aussi que c'est lui qui va prendre le dessus dans cette feud. On peut s'attendre, bien entendu, vu que c'est un match sans disqualification, à ce qu'il y ait des choses assez bourrines. Et puis des spots dégueulasses, à nouveau le doigt dans l'oreille, il va tirer l'oreille, je pense, Orton. C'est sûr, c'était une des choses qu'on a vu 2-3 fois, même 2 fois, ouais, dans les weekly. Donc je pense qu'il va bien lui tirer l'oreille, à nouveau. Ça va être assez gore. Ça va peut-être même aller encore plus loin. Il va y avoir des trucs un peu marquants comme ça. Ça va être un peu sanglant. Et voilà. Donc je pense victoire d'Orton, tout simplement. Mais ça peut être un très bon match. Ça peut être un très bon match. Un match d'un quart d'heure, 20 minutes. Ça peut faire le taf. Et ça peut être l'un des bons moments de cette soirée. Donc victoire de Randy Orton. On va passer maintenant au match suivant entre Drew McIntyre et Dolph Ziggler, les nouveaux champions par équipe de Raw, pour donc justement défendre ses titres face à Dean Ambrose et Seth Rollins, les deux tiers du Shield. Et oui, puisque c'est le règne de la B-Team est désormais terminé. C'est pas plus mal, c'était sympa, mais bon, voilà, c'était un petit cadeau pour les remercier de leur travail, avec le Miz notamment. Mais voilà, maintenant on a récupéré les ceintures sont maintenant aux mains quand même de lutteurs un peu plus aguerris, on va dire, et de meilleure qualité. Et forcément, pour faire face à Dean Ambrose et Seth Rollins, c'est quand même une affiche qui a quand même de la gueule. Ça change du Revival contre B-Team ou B-Team contre Delators of World, voilà ce genre de match qu'on avait pu avoir récemment. Donc c'est quand même une belle affiche. Maintenant, lorsqu'on regarde la configuration, on peut se dire que du coup, il y a des chances que si les deux tiers du Shield l'emportent, eh ben on ait énormément de ceintures dans leur escarcelle, puisqu'on aurait potentiellement un Reigns champion universel, un Seth Rollins champion intercontinental, et donc du coup un Ambrose Rollins champion par équipe de SmackDown, de Raw, pardon. Ça fait quand même beaucoup de ceintures, et personnellement j'espère que ça ne va pas arriver. Je trouve que c'est trop facile. Déjà le retour de Shield, c'était complètement n'importe quoi, j'ai déjà fait une vidéo pour en parler, ça n'a absolument aucun sens, et du coup je trouverais que ce serait un peu trop facile de leur donner toutes les ceintures. Ils sont Grand Slam Champions tous les trois en plus déjà, c'est bon, on va pas non plus leur donner toutes les ceintures, ça sert à rien. Et puis en plus, si on leur donne toutes les ceintures, ça va encore mettre sous l'été noir la ceinture intercontinentale, notamment de Rollins, qui justement actuellement est sous l'été noir, et elle ne sera pas défendue justement, donc à Hell in a Cell. Donc c'est déjà pas une bonne nouvelle en soi. Donc si en plus on leur donne les titres par équipe, ça va encore plus mettre sous l'été noir la ceinture intercontinentale, et c'est bien dommage parce que Rollins l'a quand même bien mise en avant ces derniers temps.
lors de son, on va dire, premier règne, hein, avant que Ziggler ne le récupère. C'était quand même pas mal du tout son règne. Donc là maintenant il est à nouveau un peu entre parenthèses depuis que Ambrose est revenu dans la course, on va dire, depuis qu'il est revenu de blessure. Et que du coup ils ont récupéré, que Rollins a récupéré la ceinture à SummerSlam. Du coup, j'ai envie quand même de miser sur la conservation des titres par Ziggler et McIntyre, qui ont eu les titres depuis quelques jours seulement, hein. C'est tout récent, ça va faire même pas 2 semaines, donc c'est quand même tout récent, ça serait dommage de leur faire perdre les ceintures. Donc je vais miser sur la conservation des ceintures, mais on sait que la feud n'est pas terminée, hein. Ils vont s'affronter à nouveau dans des house shows, au Super Showdown aussi, où vous allez ajouter aussi Reigns et Strowman. Donc ça sera un 3 contre 3 qui est prévu à Melbourne. Donc la feud n'est pas terminée, donc ils peuvent à nouveau s'affronter. Il peut y avoir quelque chose un peu anticlimatique, hein, pour finir ce match. Quelque chose qui va permettre du coup d'avoir un rematch derrière. Voilà, donc je vais quand même miser donc sur Ziggler McIntyre, mais j'espère que voilà que les 2 tiers du Shield ne vont pas récupérer les ceintures, ça ferait beaucoup trop et je ne pense pas que ce soit mérité. Et voilà, faut pas non plus tout leur donner tout cul dans le bec, c'est pas sain, c'est pas une manière saine de booker les choses. Et puis je trouve que ce n'est pas du tout mérité de tout leur donner comme ça. Ce serait insupportable. Et puis Ziggler McIntyre qui font quand même du bon boulot tous les deux, ce serait quand même bien dégueulasse de leur enlever les titres seulement 2 semaines après les avoir gagnés. Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur ce match. Match suivant, match entre Charlotte Flair et Becky Lynch pour le championnat féminin de SmackDown. Donc enfin une feud intéressante du côté des filles. Hein, aussi bien du côté de SmackDown que du côté de Raw. C'est l'une des meilleures feuds même déjà de ces derniers mois, hein, à la WWE, on peut le dire, dans le main roster. Alors on a vu, ça a été étonnant, hein, sans que ce turn de Becky Lynch, en tout cas cette réaction de frustration après sa défaite à SummerSlam. Le public a énormément popé pour Becky Lynch. Alors bien entendu c'était pas l'effet recherché, évidemment l'effet recherché c'était qu'il la siffle, puisqu'il voulait que ce soit un vrai heel turn, et du coup c'est pas du tout ce qui est arrivé. Donc il y a encore plus de soutien pour Becky Lynch, donc c'est pas du tout l'effet recherché, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rumeurs qui parlent d'un double turn déjà, donc c'est-à-dire que Becky Lynch redeviendrait face et Charlotte deviendrait heel dans l'affaire. C'est tout à fait envisageable, hein, que ce soit dans le cas d'une Charlotte qui gagne ou dans le cas d'une Becky qui gagne. Imaginez si c'est Charlotte qui gagne, mais qu'elle gagne de façon pas très clean. Bah forcément, le public va un peu siffler, et on peut avoir une Becky à nouveau énervé, qui va faire comme à SummerSlam et qui va s'énerver contre Charlotte, et puis le public va à nouveau popper, et là cette fois-ci il va popper pour de bonnes raisons, avec donc puisque cette fois-ci ce serait une Charlotte qui triche un peu, ou qui la joue un peu old school, quoi, un peu à la Flair, hein, comme on peut dire, et cette fois-ci ce serait un vrai heel turn de la part de Charlotte, et puis Becky qui serait la face, hein, qui referait un face turn pour l'occasion. Et d'un autre côté, si c'est Becky qui gagne, ben il y aura un feel good moment, le public va être super heureux, et d'un autre côté on peut inverser les rôles par rapport à SummerSlam, où cette fois-ci c'est Charlotte qui réagirait violemment en s'attaquant à Becky, donc tout auréolé de son titre, et cette fois-ci le public sifflerait l'attaque de Charlotte, et cette fois-ci il réagirait comme il faut, hein, cette fois-ci en sifflant Charlotte sur cette réaction de frustration. Je pense en tout cas que ça arriverait comme ça, que le public huerait Charlotte si elle attaquait Becky, et du coup en nouveau un double turn, comme on peut aussi l'imaginer. Donc dans tous les cas, quelle que soit la championne après ce match, ils peuvent le faire, ce double turn, il n'y aurait aucun problème pour le faire.
de toute façon, ce n'est que le début de la feud, elle va continuer. Il y a un match déjà prévu entre les deux également à Melbourne au Super Showdown. Un match potentiel aussi à Evolution. Bref, ça va continuer encore longtemps cette histoire. C'est pas prêt de s'arrêter. Ça va être quand même une feud qui va durer. Donc je pense que ça va pas être méga clean. Donc je pense pas que Charlotte s'imposera de façon clean, nette et précise. Sinon ça va être un peu compliqué du coup pour continuer la feud. Donc je pense quand même que Charlotte va conserver son titre, mais avec ces rumeurs de double turn, j'ai quand même bien envie de miser, donc comme je vous le disais, sur une victoire un peu sale, un peu flairienne de la part de Charlotte, avec les pieds dans les cordes ou quelque chose comme ça, et du coup ce qui permettrait donc de prolonger la feud, donc d'avoir donc une Becky Lynch qui va à nouveau réclamer un title shot et qui va donc à nouveau réagir violemment, et cette fois-ci le public va tourner va réagir comme il faut en popant la bonne personne, si je puis dire, à savoir Becky Lynch, et en huant la bonne personne aussi, à savoir Charlotte. Donc double turn à la clé. Je pense que ça pourrait arriver. Donc je vais quand même donner la conservation du titre par Charlotte. Voilà. Et ça va être, je pense, un très bon match, puisque ce sont quand même les deux des meilleures lutteuses de la WWE tout entière. Et je pense que ça peut faire un très bon match, où il y a un petit côté un peu personnel, puisqu'on sait que ce sont deux grandes amies dans la vie. Donc il y a ce petit côté un peu personnel, un peu comme Styles Joe, qui fait que du coup on a envie d'avoir un peu d'émotion, un peu d'empathie et on va dire d'implication dans cette feud. Et je pense que ça peut faire un bon match avec aussi une bonne durée. Et donc ça va être sûrement très intéressant à voir. Match suivant, on va passer l'autre match féminin entre Ronda Rousey et Alexa Bliss pour le titre féminin de Raw. On va aller vite, vous doutez forcément que je vais donner Ronda Rousey gagnante. Il n'y a absolument aucun suspense. C'est le match pour lequel il y a le moins de suspense. Ronda Rousey va conserver son titre. C'est clair, net, précis. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. À Evolution, on le sait déjà, Alexa Bliss va affronter Trish Stratus. Donc, de toute façon, sachant que tous les titres féminins vont être défendus à Evolution, si Alexa Bliss, affronte Trish Stratus, ça va pas être pour le titre féminin d'Euro. Trish Stratus ne va pas être challengeuse numéro 1. Faut arrêter les conneries. Donc on sait très bien que Ronda va conserver son titre. Elle va le défendre donc à Evolution. Malheureusement, on parle énormément de Nikki Bella. Ce qui est tout à fait plausible, puisque Nikki elle tourne quand même un peu autour même les sœurs Bella tournent un peu autour de Ronda depuis quelque temps. Donc je sais pas comment est-ce qu'ils vont amener cette histoire pour que Nikki soit la challengeuse numéro 1, mais bon bref. Mais bon, comme Nikki a battu Ruby Riott lors du dernier Raw, c'est pas impossible du coup qu'il la fasse monter progressivement pour justement être une adversaire crédible, une challengeuse numéro 1 crédible pour Ronda Rousey. Donc voilà comment ça va se passer. Donc je pense que ça va être Nikki, la challengeuse numéro 1 Evolution, donc victoire de Ronda Rousey sans problème, qui va à nouveau tordre le bras d'Alexa Bliss. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour donner un semblant de suspense à ce match? On l'a vu au dernier Raw, ils ont carrément vendu une blessure aux côtes à Ronda Rousey. C'est n'importe quoi. Ça y est, parce que Ronda a reçu un coup de pied sur le côté comme ça, un peu en coward, de la part de Alexa Bliss, un petit coup de pied sur les côtes. Qu'ils auront remis au ralenti, ça y est, oh là là, oh Ronda est blessée aux côtes, oh est-ce qu'elle va pouvoir le faire, est-ce qu'elle va pouvoir quand même tenir son rang? Mais évidemment, enfin arrêtez vos conneries. Alors évidemment, je pense que le match va être possiblement un peu plus long qu'à SummerSlam, ça sera peut-être pas autant un squash, justement à cause de cette histoire de côte. On va peut-être même voir une Ronda avec beaucoup de straps autour des côtes. Ce qui va permettre peut-être de niveler un peu les valeurs, de niveler un peu les forces, et du coup à Bliss de durer un petit peu plus longtemps sur le ring, et forcément de capitaliser là-dessus en grande heel qu'elle est.
Donc en insistant sur les côtes, peut-être en arrachant le bandage potentiel de Ronda. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir au niveau du ringside. On ne sait pas si elles seront accompagnées, puisqu'on a vu maintenant Ronda, elle est toujours accompagnée de Natalya, de son amie, et que du coup Alexa Bliss, elle est accompagnée de Mickie James et même d'Alicia Fox. Elles sont trois. Donc évidemment, je vais revenir sur ce que je disais pour SummerSlam. On parle beaucoup du turn de Natalya, mais alors évidemment avec la mort de son père, c'était impossible que ça arrive. Et puis la promo de Ronda aussi qui en a suivi. C'était compliqué de le faire, le timing était très mauvais. Mais quel est l'argument? Comment justifier un turn de Ronda, un turn de Natalya sur Ronda? C'est compliqué, hein. Et puis elle va se retrouver assez isolée, Ronda là. J'ai beaucoup parlé du clan du nouveau clan des Trailblazers, c'est-à-dire Ronda et des anciennes, autour de Mickie James, d'Alicia Fox et de Natalya. C'est tout à fait envisageable, mais là je vois pas comment ils vont faire pour faire tourner Natalya. Je vois pas d'argument pour l'instant valable et recevable pour la faire tourner. Donc il faut oublier ça. Et donc comme je vous le disais, de toute façon Ronda va rester championne et elle va affronter potentiellement Nikki Bella à Evolution. Voilà, le match va pas être fameux, hein. De toute façon voilà, Ronda c'est la star, mais à mon avis c'est un peu la fausse bonne idée de l'avoir mise sur le roster féminin, et puis surtout championne, parce que maintenant il va falloir se lever de bonheur pour trouver quelqu'un qui va pouvoir la battre, si ce n'est Shayna Baszler par exemple. Mais je suis pas sûr que Shayna Baszler arrive à Raw si elle est promue. Elle va plutôt, je pense, arriver du côté de SmackDown, parce que sinon ça va faire un peu doublon avec Ronda justement niveau MMA. Donc je pense que ça sera pas du côté de Raw qu'on va voir Shayna Baszler. Donc à mon avis, ce sera pas elle qui va prendre le titre à Ronda. Et du coup, c'est ça qui est compliqué là. Je sais pas comment ils vont faire. Maintenant, il faut assumer, hein, Ronda est championne, il va falloir assumer, et je pense qu'on va se la taper championne pendant un bon moment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. Match suivant, match entre AJ Styles et Samoa Joe pour le titre de la WWE. Donc une très belle feud. Hein, ça monte en puissance, on l'a vu, la famille, le mind game de la part de Samoa Joe qui joue sur sa partition de heel à merveille avec son conte de fées comme on l'a vu lors du dernier SmackDown. Il veut prendre la place de papa d'AJ Styles dans la famille. Oh Wendy! Ça c'est vraiment la catchphrase qui résume un peu toute la feud. C'est vraiment très sympa et c'est même drôle. Voilà, c'est de la bonne feud. Moi j'aime ça. Alors on l'a vu à SummerSlam, donc il a pété un câble, AJ Styles, il a donné un coup de chaise à Samoa Joe, et donc du coup Samoa Joe l'a emporté par disqualification. Alors faudrait que du coup la feud de toute façon elle va encore continuer. C'est comme Charlotte et Becky, la feud va continuer. Il y a également un match qui est prévu à Super Showdown à Melbourne, donc de toute façon c'est pas prêt de se terminer. Donc ça veut dire que à mon avis il ne va pas gagner clean AJ Styles. C'est exactement le même raisonnement que pour Charlotte. Je ne vois pas Styles gagner clean, sinon ça va être un peu compliqué pour Joe du coup d'avoir son rematch derrière. Donc deux possibilités, soit Styles gagne de façon critiquable, j'ai envie de dire, contestable, soit c'est carrément Joe qui prend le titre, possible aussi, ou alors encore une fin pétée, un peu comme à l'époque de Nakamura, mais on l'a déjà vu, donc ça serait pas très original, c'est-à-dire un double décompte à l'extérieur, une disqualification, voilà, quelque chose comme ça, une disqualification. Du coup, ça rappellerait trop les matchs avec Nakamura. On a eu des doubles décomptes à l'extérieur, un double décompte de 10. Donc ils vont pas nous refaire tout ça. Donc moi j'ai quand même envie, je serais presque tenté de donner la petite surprise, c'est-à-dire Samoa Joe qui récupère cette fois-ci le titre. Ce sera pas un Hell in a Cell match, hein, il faut le rappeler. Donc ce sera un match normal, donc il y aura une disqualification possible. Donc c'est ça qui est très important à dire. Donc il peut y avoir encore une disqualification, mais ça sera pas Samoa Joe. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il se ferait disqualifier alors qu'il c'est lui qui est challenger, c'est lui qui veut avoir le titre. Donc c'est pas dans son intérêt d'être disqualifié, d'utiliser une arme. En revanche, Taish pourrait le faire s'il pète encore un câble. Mais bon, 2 fois de suite le même scénario, ça me ferait chier. Ça me ferait chier qu'il pète encore un câble, Styles.
Du coup, je suis quand même très tenté de donner le titre à Samoa Joe. Il le mérite depuis le temps. Il fait un excellent travail. Vraiment très bon. C'est l'un des tout meilleurs heels à la WWE actuellement. Donc je pense qu'il le mérite. Et puis ça fait quand même un bon moment maintenant que Styles est champion. Alors certes, il est sur la jaquette de 2K18. C'est vrai. Donc c'est peut-être un peu embêtant s'il perdait le titre. Mais bon, est-ce que ça peut être un argument 2K18? Moi j'en suis pas sûr. Voilà. Donc il peut prendre le titre, Samoa Joe. Après, pourquoi pas que Styles pourrait tout à fait le récupérer à nouveau à Melbourne aussi, puisqu'il aura de toute façon sa rematch close. Donc j'ai envie de miser, de prendre un petit risque et de donner le titre à Samoa Joe cette fois-ci. Un autre élément qu'on ne sait pas, c'est est-ce que la femme, mais Wendy, est-ce que Wendy sera là aux abords du ring, comme à SummerSlam, puisque elle aussi, elle pourrait peut-être avoir une implication, quelque chose avec sa fille. On sait jamais. Même si je vois ça un peu plus tard. Personnellement, je vois ça un peu plus tard, dans un match STPU, style un I Quit match, où elle jetterait l'éponge pour son mari, et du coup, voilà, elle ferait perdre son mari en jetant l'éponge. Ce qui ferait du coup un office d'abandon, quoi, sur un I Quit match. Ça, c'est quelque chose que je verrai bien plus tard intervenir. Mais pour le moment, c'est un match simple, donc un match qui ouvre vers une disqualification possible. C'est ça qui est embêtant. Mais en tout cas, ça va pas se finir très clean à mon avis cette histoire. Enfin, ça risque. Mais voilà, Joe je pense que Joe peut s'imposer. Une coquina clutch par surprise. Et voilà, il va l'envoyer au pays des rêves. Et ça irait très bien avec justement cette storyline actuellement. Avec ce conte, la bonne nuit qu'il souhaite à chaque fois. Night, night. Donc je pense qu'il peut faire dodo, il peut lui faire dodo avec sa coquina clutch. C'est le moment, cette fois-ci, de donner le titre à Samoa Joe. On va passer maintenant au tout dernier match. Déjà, c'est le main event entre Roman Reigns et Braun Strowman pour le titre universel. Et avec cet ajout de dernière minute, puisque c'est Mick Foley qui va être l'arbitre spécial de ce match, un peu pour pour célébrer les 20 ans de son match face à Taker au Hell in a Cell. Alors là, c'est un peu un match anniversaire du coup, et un petit cadeau pour Mick Foley. L'intervention de Mick Foley dans ce match, son implication, alors on entend dire qu'en fait il est là pour prendre un gros bump. C'est ce qu'on dit. Il va peut-être prendre un bump, je cite ce qu'il dit même originalement, a significant bump de la part de Strowman. Donc un bump significatif, un bump d'importance. Donc est-ce que ça va être une chute de la cage? Ça va être compliqué, il a quand même un certain âge maintenant, Mick Foley, il est dans un sale état. Je le vois pas prendre un gros bump. Ça va être quand même compliqué. Maintenant, il peut y avoir un gros bordel dans ce match. Il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent se passer. Forcément, avec tous les événements récents, on peut s'attendre, par exemple, à l'intégration de Drew McIntyre et de Dolph Ziggler dans l'histoire. Et également de la meute de loups. De tous ces heels qui ont été ajoutés de manière complètement incohérente au possible. Tout ça, vous le savez, pour le fameux Romanoton, le Romanoton qui bat son plein là depuis des mois et des mois maintenant, puisque on a l'impression que c'est une balance. Vous imaginez une balance avec les poids? J'ai l'impression que en fait Roman Reigns il est sur le côté le plus lourd, c'est-à-dire sur le plateau qui est complètement par terre, on va dire. Et que le plateau qui est vers le haut, donc le plateau le plus léger, c'est celui de tous les adversaires de Reigns. Le but de l'opération de la part de Vince, c'est de mettre Reigns au plus haut. Donc, c'est-à-dire de lâcher du lest pour que le plateau de Reigns s'élève de plus en plus. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il alourdit le plateau d'en face. Comment alourdir le plateau d'en face? Tu mets du Strowman, tu mets du Ziggler, tu mets du McIntyre, tu ramènes le Shield, et
Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes carrément tout le roster heel de Raw. Carrément. Toute la meute de loups là, donc qu'on a pu voir ces derniers temps. Donc tous les heels, Jinder Mahal, Mojo Rawley, The Ascension, les Others of Pain. On ramène absolument tous les heels, même Kevin Owens, qui vient aider notamment Strowman. Cohérence WWE dans toute sa splendeur, hein, bref, c'est pas grave. Alors qu'il s'est fait, il y a eu des tentatives de meurtre sur lui pendant X temps, mais c'est pas grave du tout. Bref, donc on essaie d'alourdir ce plateau pour que Reigns s'élève et devienne donc le gars le plus acclamé et le plus applaudi, pour qui on a envie d'avoir de l'empathie et donc qu'on a envie de soutenir. Et on va jusqu'à faire ça, jusqu'à mettre tous les heels cette fois-ci face à Reigns. On l'a vu dans le segment de la semaine dernière et de cette semaine aussi. Tous les heels face au Shield et plus particulièrement face à Reigns. C'est n'importe quoi. C'est bousiller un personnage comme Strowman, qui était une superbe réussite, le rendre heel. Tout ça pour les beaux yeux de Reigns. Tout ça pour le mettre over. Et gâcher toutes les storylines de tous les heels, ne rien leur donner, les utiliser comme des pantins, parce que là ils se sont utilisés comme des pantins, ils ne servent à rien. Les Authors of Pain là ils ne servent à rien. Kevin Owens il sert à que dalle, et voilà, enfin tout le monde est utilisé dans cette histoire. Jinder Mahal, c'est le néant total aussi. Et voilà. Tout ça pour Roman Reigns. Et du coup, on peut se dire aussi que l'application de Mick Foley peut être utilisée aussi pour ça. C'est-à-dire que Strowman va, comme c'est un match en disqualification, un Hell in a Cell match, il a tout à fait le droit d'attaquer l'arbitre, Strowman. En attaquant l'arbitre, forcément le public il va siffler, il va le huer. Et du coup, pareil, bah ça va aller dans le sens de Reigns. On va encore vouloir l'acclamer ou le soutenir, puisque du coup, Strowman se comporte comme une brute avec Mick Foley, qui est quand même un gars apprécié. Donc c'est pareil, tout ça, c'est encore une nouvelle protection. Strowman, c'était le protection du match Lesnar-Reigns à SummerSlam. Et ben ensuite, on a mis le Shield avec Reigns. À nouveau une protection, hein, shield, bouclier, protection, hein, souvenez-vous. Et maintenant, c'est Mick Foley la protection. Il faut toujours une tierce personne. Reigns ne peut plus combattre en 1v1. C'est dingue quand même. Reigns ne pourra plus jamais combattre en 1v1. Il pourra plus défendre sa ceinture en 1v1 parce que sinon le public va le siffler. Donc on met toujours quelqu'un d'autre. C'est comme un élément perturbateur, une tierce personne, du coup, pour que le public se concentre sur cette tierce personne, et pour éviter qu'on ne eût Reigns. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'il va pas y avoir une petite intervention de Mr. Soko qu'on n'a pas vu lundi, donc peut-être qu'il nous réserve la surprise. Mr. Soko qui va peut-être vouloir la Mandible Claw, hein, peut-être pour rentrer dans la bouche de Strowman. De Reigns, ça m'étonnerait. Je vois pas Mick Foley faire un coup de pute à Reigns, ça m'étonnerait fort. En revanche, peut-être pour Strowman, une petite vengeance, ça, ce n'est pas impossible. Et peut-être même le compte de 3 final, hein, avec la chaussette. Hein, vous l'imaginez là, Foley taper, faire le compte de 3 avec la chaussette, c'est aussi possible. J'avais aussi, pour finir, un fantasy booking que j'ai depuis un certain temps. Imaginez si Strowman perd le match, ce qui est quand même plus que possible, hein, puisque je n'ai pas fait mon pronostic, mais je vais vous le dire tout de suite, Reigns va gagner, Reigns va conserver son titre, de toute façon, il est prévu qu'il le garde pendant un très long moment, c'est un peu comme Ronda Rousey, donc il n'y aura rien. La ceinture, la mallette, du coup, elle va être perdue, ça va être une tentative perdue, comme l'année dernière, comme avec Corbin, donc à nouveau une mallette perdue, c'est regrettable. C'est regrettable, et on fout en l'air encore la réussite de Braun. Bref, c'est pas grave. Et en plus, ce qui est incohérent, c'est que du coup, cette mallette est cachée de façon honnête, puisqu'elle s'est annoncée plusieurs semaines à l'avance,
Sauf que maintenant, Braun est devenu heel dans l'affaire. Donc finalement, c'est un cash honnête fait par un heel. Donc c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre cette histoire. Mon scénario, c'est que Strowman perd et tout à coup, Baron Corbin se pointe. N'oublions pas que Strowman avait donné la mallette à Corbin il y a quelques semaines de cela. Et c'est là qu'on a appris que Strowman allait cacher à Hell in a Cell. C'était d'ailleurs les derniers moments de Braun face à ce moment-là. À ce moment-là, donc Braun perd. Corbin arrive et dit attendez. Il demande à l'arbitre d'ouvrir la mallette. Qui était donc que Braun avait ramené en se pointant sur le ring en début de match. Il s'était pointé avec la mallette. Corbin demande à l'arbitre d'ouvrir la mallette. Et c'est là qu'on découvre que la mallette en fait était vide. La mallette était vide et en fait on apprend que le match était finalement un match normal, que ce n'était pas un cash-in. Et là un twist arrive et Corbin dit hey, mais où est le contrat? Le contrat a disparu. Et non, il est là. Et il lève le contrat. Et cette fois-ci, Strowman en profite pour détruire Reigns dans le dos. Et c'est là que du coup, Corbin donne le contrat à Strowman. Et du coup, il cache officiellement sa mallette cette fois-ci. Et on profite pour s'imposer. Et du coup, voilà le twist final. Mais le problème, c'est que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Il faut pas se leurrer. Comme je vous le disais, Reigns va rester champion. On n'aura pas ce scénario. C'est bien dommage. Ça aurait été une idée géniale. Moi, je trouvais cette idée intéressante. Et puis, surtout, très originale. Puisqu'on n'a jamais vu ça. Et voilà, il va conserver son titre. Et ça va être encore un cash-in foiré. Et tout ça pour les beaux yeux de Reigns. Malheureusement. Et voilà, donc ça, il peut y avoir plusieurs histoires donc qui peuvent se passer dans ce main event, puisque ce sera le main event, sûrement. Et du coup, comme je vous disais, Jeff Hardy et Orton ne doivent pas abîmer la cage. En revanche, pour le main event, elle peut être abîmée. Il peut y avoir un défonçage de cage. Ça peut se passer aussi sur le toit. On sait jamais, il peut y avoir un spot. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec Foley. Comme je vous le disais, un gros spot de Foley qui va encore tomber du haut de la cage, retomber sur la table des commentateurs. À son âge, j'ai vraiment du mal à y croire. Voir Jeff Hardy et Mick Foley en danger de mort dans le même show, non. J'ai pas envie de voir ça. Je n'ai pas envie de voir ça. Bref. Et il faut dire aussi que la présence de Mick Foley, elle sert aussi parce qu'il va y avoir une émission, enfin un show sur le Network juste après Hell in a Cell, consacré justement, je crois, au Hell in a Cell de Mick Foley, enfin un peu son héritage, tout ce qu'il a fait dans les Hell in a Cell, enfin un espèce de documentaire comme ça. Donc c'est aussi ça, c'est aussi pour promouvoir cette émission qui suivra juste Hell in a Cell. Il faut pas l'oublier ça aussi. Mais voilà, il devrait pas avoir un peu une implication décisive, je pense, dans le match. Et puis il n'est pas amené à revenir par la suite. C'est juste un one shot de la part de Foley. Voilà, il faut pas aller bien loin avec lui. Voilà, c'est juste pour marquer le coup et pour ses 20 ans. Voilà. Voilà donc plusieurs scénarios possibles, mais Reigns, je pense, va quand même s'imposer. Mais ça peut être vraiment un gros carnaval, un gros bordel avec tous les heels, plus McIntyre, plus Ziggler, plus Ambrose et Rollins, qui est pour une bagarre générale. Ça peut être, et puis peut-être tout le monde au-dessus de la cage. Bref, ça peut être aussi un grand carnaval, mais victoire, je pense malheureusement de Roman Reigns. Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur les pronostics spoilers de Hell in a Cell. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Cette affiche, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de l'affiche, mais comme vous pouvez le voir, je la trouve horrible. Elle fait peur et elle est très très moche, très moche. Je la déteste. Elle me met mal à l'aise. Cette affiche, je l'aime pas du tout. On peut peut-être s'attendre aussi à des matchs, à des ajouts, notamment peut-être un Kevin Owens face à Bobby Lashley. Ce n'est pas impossible. Peut-être un match entre les Iconics et Naomi et Asuka, par exemple aussi. Voilà, peut y avoir des petits ajouts comme ça.
puisque quand même 7 matchs sur la carte principale, c'est quand même pas beaucoup. Et puis si le show dure 4 heures, il y a quand même de la place pour ajouter un ou deux matchs supplémentaires. Bref, on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas plus que ça, pas plus de 8 matchs. Voilà, donc on va se laisser. On se retrouve donc dès que possible la semaine prochaine pour le grand débrief de ce show. Et on verra bien, hein, mais j'attends pas grand chose de ce show, hein, j'attends vraiment pas grand chose, et j'ai pas envie de m'enjailler et d'être en attente pour ce show. J'attends, voilà, je n'attends que d'être surpris, et là, je me mets en position d'attente et sans m'enflammer d'avance. Voilà, on se retrouve donc très bientôt. Passez un excellent dimanche, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.